J'ai une belle présentation ce soir on a des vidéos, on a fait ça vraiment le plus divertissant possible. Jonathan, Sunday dans mon équipe m'ont donné un grand coup de main, fait que j'ai remercié pour la qualité là, de la présentation qu'on a réussi à monter pour vous ce soir. Le, pardon. Le CES, ça fait comme Daniel disait, c'est la quatrième année que je vais, puis à chaque année c'est vraiment différent. Cette année, c'est une des années où il y a eu le plus de gens, 153 000 personnes. C'est depuis l'histoire du début du CES, c'est la première année, c'est l'année où il y a eu le plus de gens. Il y avait des expositions du Caesars Palace jusqu'au Convention Center, fait qu'on avait énormément là, de place énormément de voyagements à faire, puis c'était quasiment un peu trop difficile à ce niveau-là. Cette année, comme d'habitude, la première journée avant le show, c'est vraiment tout ce qui est conférence de presse puis keynotes. Fait qu'il y a beaucoup de keynotes. Par exemple, cette année, c'est Microsoft qui ouvrait. Puis toutes les LG, Samsung, Sony, toutes les grosses entreprises font des conférences de presse d'1 heure pour lancer tous leurs produits. Microsoft, qui lançait un petit peu l'événement cette année, commençait pas reculons, mais ça commençait. Microsoft avait annoncé juste avant l'événement qu'il sortirait du CES pour l'année suivante. Fait que c'était la dernière année qu'il faisait le keynote et c'était la dernière année qu'il allait être sur le convention floor. Fait que déjà 45 minutes après la fermeture du show, on savait qu'Hisense et Dish Network avaient déjà volé le spot à Microsoft. Fait que ça a pas, ils ont vraiment le spot principal quand on rentre sur le convention floor. Puis j'en parle parce que Hisense, qui est un fabricateur chinois, c'est comme un peu, on se rend compte de l'impact du marché chinois un petit peu dans l'industrie quand l'entreprise chinoise est le prime spot on the floor et remplace Microsoft. Fait que c'est pour ça que j'en parle, un petit peu un signe des temps. Microsoft ont reçu une plaque de toutes les CES, les keynotes qu'ils avaient faites à l'époque. Bill Gates était reconnu pour faire des keynotes au CES pour l'ouverture. L'année passée, ça avait vraiment été au CES l'année des tablettes. Fait que je fais un petit peu un récapitulatif sur qu'est-ce qu'on a vu en 2011 dans les tablettes. Il y avait une centaine de tablettes qui avaient été annoncées au CES l'année passée. Fait qu'il y avait le Motorola Xoom qui avait été très populaire dans l'année. Il y a RIM avec le Playbook, ça n'a pas très très bien été. Puis HP, qu'eux autres, ça a très mal été, qui ont vraiment vendu ce qui leur restait, puis ont arrêter cette ligne de produits-là de leur côté. Fait qu'on arrive au CES 2012 avec un certain nombre réduit de tablettes disponibles sur le marché. Puis cette année, la plupart des entreprises avaient les mêmes produits. Il y a quelques nouveaux tablettes dans les 7 pouces qui commencent à faire leur apparition. Puis certains, je vais en parler un peu plus avec le Windows 8. Là. Fait que cette année, c'est vraiment une année là, typique qui n'a pas changé depuis 2011 au niveau des tablettes, à part un peu certains modèles. Là. La rapidité à laquelle ça s'est vendu en 2011 est très impressionnante. Pour Apple, quand ils ont vendu les iPads depuis 2 ans maintenant, ça a monté énormément rapidement, puis c'est le produit dans le monde qui s'est vendu le plus rapidement. On parle d'environ une trentaine de pourcents de pénétration de marché du côté américain. Juste avant Noël, on parlait de 20%, puis entre avant Noël et après Noël, on a pris 10% de part de marché aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a 30% de la population américaine qui a une tablette. Kindle Fire, qui était sorti juste un petit peu avant Noël, il en vendait 1 million par semaine des Kindle Fire. Fait que ça s'est vendu extrêmement rapidement, puis ça a bien été. Si on regarde les parts de marché maintenant, aujourd'hui, Apple a environ 60% du marché des tablettes. Le Kindle Fire, qui est sorti juste un petit peu avant Noël, a réussi à aller prendre une part de marché de quasiment 20, 22, 23%. Puis de l'autre côté, c'est tout ce qui était Android. Le Kindle Fire est basé sur l'Android en partie. Fait que ça met quasiment une part de marché de 60-40 pour Apple versus les autres. Aujourd'hui, Apple donnait leurs chiffres pour la période des fêtes, puis ils disaient que en produits électroniques dans la période des fêtes, 20% du chiffre d'affaires était pour Apple. At large en consumer electronics. Là. Fait que c'est un chiffre qui est assez impressionnant pour cette entreprise-là, qui d'ailleurs aujourd'hui est rendue l'entreprise avec la capitalisation boursière la plus importante. Fait que, ils ont passé Google, passé Microsoft, des entreprises qui à l'époque étaient bien avancées. Là. Pour vous donner une idée de combien de temps ça prend pour arriver à 30% de pénétration de marché, le tablette l'a fait en 2 ans. La télévision HD, ça a pris 9 ans. La TV conventionnelle, 26 ans, et la radio, ça a pris 28 ans. Fait que 2 ans pour atteindre la même 30% de pénétration de marché, c'est très impressionnant pour les tablettes et ça montre justement la pression de marché justement de commencer à produire pour ce genre de device-là, autant pour le web que pour le média. Fait que
c'est vraiment le growth, la rapidité de ce marché-là qui est impressionnant. Comment il y a 2 ans, on ne connaissait même pas ce produit-là, puis du jour au lendemain, il faut produire parce qu'il y a 30% des gens qui en ont. Un des mouvements qu'on commence à voir au CES, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à parler d'avoir Windows 8 sur leur tablette. Fait que Windows 8 version tablette avec ce qu'ils appellent eux autres le Metro UI. Fait qu'un Microsoft présentait un peu cette interface-là avec des prototypes de l'interface. Fait que la plupart des gens pensent que cette année, les nouvelles tablettes, il y en a beaucoup qui vont sortir avec ce nouveau système d'opération-là. En revenant du CS, Avid annonçait qu'il allait sortir une version allégée de leur logiciel d'édition sur iPad, un petit peu pour faire comme iMovie. La raison que j'en parle, c'est pas nécessairement pour faire la promotion de ce logiciel-là, mais je veux parler de l'expertise qu'une entreprise peut aller chercher à développer un produit consumer sur une tablette. L'expertise qu'on va chercher à vraiment rendre un produit le plus simple possible, le rendre facile d'utilisation pour que les gens, la première utilisation, puissent déjà dire « je suis capable de monter mon clip ». Ce que ça permet dans le futur, ce genre de produit-là, c'est après ça de prendre un genre d'application qui a été développé, qui a été simplifié, puis dire, ben maintenant, nos producteurs tournent dans le jour, puis le soir ou le matin, quand il arrive à la maison, il est capable de faire son edit list. Il est capable déjà de sélectionner les clips qu'il aimerait avoir, puis faire des notes pour son monteur. Fait que ce genre d'expertise-là qu'une entreprise peut développer en développant des produits plus consumer peut facilement se transposer après ça pour un côté plus broadcast. L'autre gros produit qu'il y avait au CES puis qui a fait son apparition cette année côté PC, c'est l'Ultrabook. Apple, il y a 4 ans, avait lancé les MacBook Air qui étaient vraiment des laptops ultra minces, vraiment à diète le plus possible. Et ça a pris 4 ans avant qu'on voie les premiers produits PC-based sur le même form factor. Fait que cette année, Acer, Samsung, Lenovo, toutes ces entreprises-là ont sorti vraiment des laptops qu'on appelle des Ultrabooks, vraiment minces, vraiment design. Je parle de design et de l'importance du design, puis Apple connaît vraiment ce principe-là que un produit se vend bien, mais pas juste parce qu'il est performant ou qu'il répond à des besoins, mais aussi parce que son look et son design est là. Fait qu'un petit peu, c'est ce côté-là du marché que les entreprises coréennes comme Samsung comprennent très bien et l'importance de faire un design qui va très bien dans le marché. Fait que c'est un peu pour ça que je parle des Ultrabooks aujourd'hui. Ça m'amène à parler télévision en deuxième partie. Je vais effleurer le sujet du 3D un petit peu, vu que Jean-Claude va en parler un petit peu plus loin aujourd'hui. Une des keynotes qu'on a eu droit au CES cette année, c'est YouTube. C'est probablement un des keynotes les plus importants, ou du moins les plus intéressants qui a eu lieu, parce que ça s'appliquait directement au marché du média et du nouveau média, et qu'est-ce qu'eux autres ont l'intention de faire, ou comment qu'ils voient le marché de la télévision dans 3, dans 5 ans. Fait qu'ils sont vraiment là en détail, ils sont très ouverts dans leur stratégie d'entreprise là-dessus. Et je vais vous montrer un petit clip de YouTube. YouTube, c'est maintenant rendu 800 millions d'usagers par mois. Ça, c'est le premier clip en 2005 qui a été posté sur YouTube par un des fondateurs de YouTube. Fait que c'est impressionnant de voir qu'un clip comme ça a réussi à former cette entreprise-là gigantesque. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'heures de contenu par mois qui est uploadé sur YouTube. 70% des gens viennent de l'extérieur des États-Unis, fait que c'est vraiment une consommation internationale. Puis, l'autre chose qui est très importante, c'est qu'il y a 30 minutes par jour, l'équivalent de la population mondiale qui est consommée. Fait qu'on peut dire qu'une personne sur la planète regarde 30 minutes de YouTube par jour, ou l'équivalent d'eux en consommation. Fait qu'eux autres, c'est assez important la quantité de consommation qu'ils ont. Ça, c'est présentement un des channels les plus populaires aujourd'hui sur YouTube. C'est une fille qui produit des vidéoclips sur le maquillage. Fait qu'elle a réussi à obtenir 2 millions de personnes qui regardent ses clips à toutes les fois qu'elle poste un clip, disons, 1 ou 2 semaines. Fait que si on compare ça à une cote d'écoute, disons, de 1 à 2 millions en télévision, c'est majeur. Fait que c'est vraiment des contenus très ciblés, mais qu'à grandeur planétaire réussissent à faire des chiffres qui sont très impressionnants. Fait que quand ils sont partis avec cette idée-là, ils sont allés chercher un des vice-présidents chez Netflix, YouTube, dernièrement, puis ils ont dit « faut continuer à s'améliorer ». Et c'est une personne qui comprend très, très, très bien le marché de la télévision. Fait que les chiffres de télévision, il les connaît par cœur, il connaît le marché de la télévision, puis il sait comment il veut s'attaquer au marché de la télévision pour aller chercher cet argent-là.
Ce que YouTube ont l'intention de faire, ou du moins le problème qu'ils veulent régler, c'est que l'usager moyen sur YouTube reste seulement 15 minutes. Fait que ce qu'ils veulent, c'est qu'avec les petits clips qu'ils ont sur YouTube, ils veulent prolonger l'expérience ou la quantité de contenu qui va être utilisé. Fait que ces 15 minutes-là, ils se sont dit comment qu'on va faire. Il faut produire du contenu, mais qu'on peut mettre à l'international d'un, qui va être très ciblé et qui va être consommé justement à grandeur du monde, qui vont faire des chiffres intéressants. Fait qu'ils ont sorti 100 millions et ils ont contacté tous les gens sur toute la planète et ils ont dit proposez-nous un channel d'un contenu. On vous donne soit environ 1 million. Ils ont pris une centaine de channels. Et ça, c'est des redevances publicitaires d'avance qu'on vous donne. Fait qu'on vous donne 1 million, vous développez votre produit télévisuel. Et tout ce qu'on s'attend de vous, c'est que vous postiez à une certaine fréquence donnée le contenu, mais on ne regardera jamais ce que vous allez mettre. Faites comme vous voulez, vous nous donnez le sujet quand un coup qu'on l'a approuvé, as is. Fait qu'ils ont fait 100 millions de canaux, 100 canaux à 1 million chaque environ. Fait qu'il y a des gens comme Madonna, il y a beaucoup d'entreprises qui sont embarquées aussi, qui ont développé des canaux. Ces canaux-là commencent à faire leur apparition depuis environ 2-3 semaines. Et je vais vous donner un exemple d'un des canaux qui va être lancé prochainement. In partnership with YouTube, the world's greatest game finds a new home. Uruguay wrapped up its 15th Copa America title. Here's Thierry Henry trying to double the Red Bulls advantage! Just behind me where you should have looking at dribbling. Lots of tricks and techniques. They made it out. I know. Good to see you. Cristiano Ronaldo, are you kidding? Beckham shot! David Beckham! He is just brilliant! Kick TV, the best of the beautiful game, every day. Subscribe now. Fait que ça, c'est un exemple des genres de canaux qu'ils veulent lancer, qui ont déjà commencé depuis quelques semaines avec cet argent-là. Ce qu'ils s'attendent à faire, YouTube, c'est la fragmentation des marchés qu'on a connus avec la Carlo distribution au début des années 80-90, où est-ce que les parts de marché ont réduit. Ils s'attendent qu'ils soient capables de faire exactement la même chose, refragmenter le marché en allant chercher du contenu très ciblé, avec des volumes très petits, mais qu'à l'échelle internationale, réussissent quand même à faire des viewings intéressants. Eux autres, ce qu'ils s'attendent, c'est que les broadcasters ne soient pas capables de compétitionner contre ça, puis ils ont raison d'une certaine partie. C'est qu'ils disent c'est que la plupart des diffuseurs sont pris avec des contrats nationaux. Fait que nous autres, ils disent on est capable d'arriver avec du contenu très ciblé à l'international, puis ils disent ils ne peuvent pas concurrencer le contenu, à moins qu'ils essayent de produire du contenu qui commence à déréglementer à niveau international. Fait que ça met une pression sur le marché au niveau de la négociation des contenus télévisuels, sur justement à commencer à penser global au niveau de la négociation des contenus. Fait que cette pression de marché-là, on va commencer à la sentir de plus en plus avec YouTube qui rentre vraiment là, fort dans le marché puis qui veulent fragmenter le marché puis aller chercher une autre partie de la tarte, là. Je vous invite à lire, il y a un article sur le New Yorker qui a été produit sur YouTube. Si vous aimez lire avec des photos, c'est pas le genre d'article, ça fait 8 pages juste du texte, mais c'est très bien sur la philosophie de l'entreprise, où est-ce qu'ils veulent aller dans le marché de la télévision pour les 5 prochaines années. C'est très bien fait, puis je vous invite à lire ça. Ça m'amène à vous parler des télévisions conventionnelles un petit peu plus. Et si on regarde vraiment à l'échelle internationale, on continue de voir les entreprises coréennes qui continuent de leader le marché. Fait que Samsung et LG sont vraiment, ça c'est vraiment des chiffres ici au niveau international. Fait que Samsung et LG, les deux plus gros. Les entreprises japonaises, Sony, Panasonic, demeurent dans le milieu du marché et on voit les entreprises chinoises qui commencent lentement à faire leur montée dans le marché international. Ce qu'on a remarqué depuis un an, c'est que la vente de flat panel display, qu'on pourrait appeler les écrans plats, c'est que les ventes ont commencé à baisser depuis 2011. Fait que lentement, ils s'attendent à une baisse de 2%, puis le marché est extrêmement compétitif avec les Chinois qui rentrent en Amérique du Nord. Du côté éclairage, rétroéclairage LCD typique,
Ça, on a déjà connu une baisse. Puis ce qui commence en montant, c'est vraiment les LED, là, qui est vraiment le marché en montant puis qui continue à connaître une croissance, là. L'autre marché qui commence à vraiment piquer, c'est le côté du plasma. Je vais expliquer pourquoi le plasma commence à baisser suite aux pressions du LED, mais pourquoi spécifiquement, je vais en parler un petit peu plus tard. Fait que ça m'amène à vous parler de Samsung. Cette année, la plupart des entreprises en télévision n'annonçaient pas des gros nouveaux produits. C'était vraiment une consolidation de leurs produits comparativement à l'année précédente. Fait que l'année précédente, on avait vu le 3D, on avait vu Connected TV qui avait vraiment poussé beaucoup. Cette année, c'est vraiment une année où est-ce qu'on est une année de transition que je pourrais appeler, puis on continue à avoir vraiment les mêmes produits, quelques changements mineurs et beaucoup de prototypes. Fait que Samsung, qui est le plus gros manufacturier en 2011, continue vraiment à bien croître avec l'industrie des téléphones qu'eux autres ont. Ils sont très bien placés dans le marché avec les téléphones et les téléviseurs pour mettre encore plus de pression sur les entreprises japonaises. Un des écrans qui montrait qui était différent, je vous avais parlé du prototype l'année passée de 75 pouces. Fait que cette année, ce prototype-là devient leur écran, là, la série 8000 qu'ils appellent, puis ça devient vraiment un modèle qu'ils vont vendre cette année à partir du milieu de l'année. Le prix de cette téléviseur-là me surprend un peu. Ils vont vendre ça 8000 pour 75 pouces. Fait que cette grandeur-là, c'est la pression que je vous parlais un petit peu du marché du plasma. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent rentrer. Le 50 pouces et plus que le plasma était king dans les années passées. Les entreprises Sharp, par exemple, ont vraiment lancé là, du 70, 75, 80 pouces cette année. Fait qu'ils viennent vraiment jouer dans le marché du plasma. Puis c'est pour ça que Panasonic, par exemple, ont commencé à reviser le chiffre au niveau du plasma pour dire on s'attend à ce qu'on en perde un peu cette année à cause de ces produits-là qui viennent compétitionner là, dans vraiment un marché qui avait ciblé et qui était vraiment maître. L'autre écran qui a été très, très, très populaire cette année, c'est le fameux Super OLED de Samsung. C'est un écran OLED qui pèse 16 livres et qui est l'épaisseur de mon petit doigt. On le voit sur la photo, j'ai pris un des écrans vraiment de côté, mais on le voit même pas dans le centre tellement il est mince l'écran, là. Il est vraiment là. Fait que c'est vraiment la largeur de mon doigt, ça pèse 16 livres, puis je pense que c'est 0.2 pouces, l'image tout le tour, le petit frame tout le tour. Fait que le côté design de Samsung, on a vraiment compris ça. Le prix et la disponibilité, ils s'attendent que milieu de l'année, ça soit disponible, mais je m'attendais que ça soit en haut de 8000 facilement là, sur le plancher. Fait que j'ai un petit vidéoclip qui montre un peu là, cet écran-là. Là. Behind me, obviously, is the Super OLED panel. This is our entry piece into the OLED market for televisions. This is a really exciting part. We've been doing OLED for a few years now. We launched it in cameras. Obviously, we've launched it in cell phones and tablets. This is our big push, though, to move towards the television side. It's very exciting. The biggest feature for this is our RGB subpixel. It allows for a very bright screen, very colorful, also to enhance blacks. So just overall in the entire color gamut, it's a revolutionary design for televisions. OLED is self-illuminating, so we can control the colors of the pixel, we can control the luminescence. And that's really the big deal, is it gives us a much broader stroke to paint with because we can control the colors, we can control the light, and we can control the black directly from the pixel. The everyday user, it's just gonna blow away what they're normally watching. Sitcoms, comedies, they're all gonna look amazing. The interaction the customer's gonna have with their television, it's gonna feel like they're sitting on the set. I envision super slim, bendable OLED screens. Everybody pulls out their map and it's a big TV and now it's a newspaper. I mean, that's the future we're striving towards. And this is really the entry-level step. This is that first move to a lot of other of that technology that, you know, has been science fiction for so long. C'est un écran qui était très impressionnant. Ce qui était très drôle, c'est voir les gens qui restaient en avant des écrans au CES. D'habitude, LG, Samsung, leurs bouts sont extrêmement serrés. Il y a des gens, puis souvent les gens, ça se promène, puis tu peux pas rester à une place. Et là, les gens, ils restaient devant l'OLED comme ça pendant 15 minutes, puis tout le monde poussait dans le dos, disant « OK, tassez-vous, c'est à notre tour maintenant de le voir l'écran. » Fait qu'il y avait vraiment beaucoup de gens, puis très impressionnant. Au niveau des contrastes, c'est un produit qui va être très impressionnant. C'est sûr que le prix risque d'être assez très haut les premières années. Ce que ce produit-là permet, avec LG, qui en ont sorti un, je vais en parler un petit peu plus tard, ces deux entreprises-là, coréennes, se placent
dans le marché du LCD pour prendre l'OLED puis venir remplacer un petit peu la gamme de produits du LCD avec l'OLED dans le futur. Au niveau du manufacturing, ils sont capables de produire ça à grand niveau, du moins ils l'espèrent rapidement, et de se placer et peut-être même mettre encore plus de pression sur les Japonais qui sont pas capables de compétitionner avec ce produit-là. Fait que c'est ce que ça amène, puis ça va amener un autre changement au niveau du LCD là, majeur, à mon avis, d'ici probablement 3, 4, 5 ans. Là. Un des écrans qu'ils présentaient, c'est un écran prototype, Ultra HD, fait qu'avec 62 ou 4K de résolution, la plupart des entreprises ont même vu Sharp qui présentait un 8K de résolution. Aussi surprenant que ça peut être, c'est moi qui ai pris ces photos-là, puis quand je suis arrivé à Montréal, j'ai comme l'impression que je vois la résolution sur la photo. Tu sais, c'est assez impressionnant, la résolution. Quand tu te colles l'œil sur l'écran, tu ne réussis même pas à voir les pixels. Là. Où est-ce que ces écrans-là vont probablement se placer parce que la quantité de contenu à 2K puis à 4K est assez mince? C'est justement des applications studio, des fois, pour faire des backwalls ou ces choses-là, où est-ce qu'on veut faire des effets dans des studios en production télévisuelle, où les entreprises de la bourse ont tout le temps voulu des écrans très haute résolution pour afficher les codes de la bourse. Fait que quand ils travaillent et ils se mettent des monitor walls de codes de la bourse, c'est le genre d'écran qu'eux autres ils vont adorer justement pour utiliser ce produit-là. Là. C'est sûr que le quoi? Ouais. C'est la photo, attends. Tourne ta tête comme ça. L'autre chose qui était intéressante de Samsung, puis qui va être du moins très intéressant à voir en 2013, c'est ce qu'ils appellent Smart Evolution. Samsung arrive cette année en disant nos TV connectés, on le sait que c'est très difficile de les updater. On peut faire des petits changements au niveau de certains logiciels, ces choses-là, mais vraiment faire un update du système d'exploitation, c'est extrêmement difficile. Fait qu'ils ont dit, il y a certains de nos modèles cette année qui vont avoir une fente en arrière d'expansion. Fait qu'on espère d'ici 2013 vous vendre une petite carte qu'on va être capable de prendre puis venir connecter en arrière de la télévision pour upgrader votre TV. Fait qu'un système avec Dual Core comme ça. Et le commentaire que les gens ont fait, on a bien hâte de voir en 2013 pour voir ça va être quoi à quel prix qu'ils vont le sortir pour upgrader juste le côté logiciel de l'écran. Puis est-ce que ça va marcher d'avoir une slot conventionnelle 2, 3, 4 ans quand on sait que ça vire extrêmement vite? Fait que ça va être quelque chose à regarder en 2013. Puis tout le monde, le commentaire que les gens ont eu, c'était vraiment, on a bien hâte de voir ça va être comment ce produit-là. Là. Fait qu'il y a 2 ou 3 modèles de leur télévision qui ont cette slot d'expansion-là maintenant en arrière. Ça m'amène à vous parler d'LG. LG, 100% de leur boot, sauf la petite ligne de plasma qu'ils ont, était du 3D. Fait que quand on rentrait dans le boot de LG, il fallait mettre les lunettes 3D parce que 100% du contenu était du contenu 3D. Le wall, c'est pas aussi impressionnant ça la photo, mais quand on arrivait, ils avaient pris leurs écrans, je pense 46 pouces, et ils avaient fait un wall de contenu 3D. Fait que quand tu étais en avant puis voir le contenu 3D, il y avait des avions puis des porte-avions qui volaient, ces choses-là. C'était assez impressionnant de voir l'expérience que ça donnait. Là. Ouais, le porte Fait qu'eux autres également, il y avait un 55 pouces OLED qui présentait, qui est vraiment très similaire là, en termes de look, ces choses-là. C'est très similaire à ce que Samsung annonçait. Fait que les deux se placent, là, comme je vous disais, dans une belle situation de marché là, pour compétitionner contre les Japonais. Également, LG présentait un écran ultra haute définition de 84 pouces. Si l'image a l'air floue, c'est que c'est du contenu 3D. L'avantage de mettre juste du produit 3D dans un boot, c'est quand tu prends des photos, ça a l'air de ça, l'image. Ouais, ça m'alentit. Ou mettre ma lunette en avant. Ça m'amène à vous parler des entreprises japonaises. Sony, Panasonic, Sharp cette année. Je pense que le terme difficulté serait utilisé légèrement de ma part. Ils ont eu des grosses pertes qui ont été annoncées dernièrement. Et les trois combinés ensemble, 17 milliards de pertes. Pour vous donner une idée, Samsung qui va très bien, Samsung investit en R&D cette année 22 milliards. Fait que ce qu'eux autres perdent, le compétiteur coréen, eux autres investissent d'une manière majeure. Fait que les Japonais, avec les Chinois qui rentrent dans le marché, sont dans une très difficile position. Avec ce qui s'est passé au Japon et ce qui s'est passé en Thaïlande en même temps pour eux autres, parce que la plupart de leur manufacturing est fait en Thaïlande, ils ont comme eu 2 coups sur coup, plus le fait qu'ils étaient déjà pas fragiles, mais qu'ils étaient déjà d'une part de marché difficile de leur part. Fait que ça a vraiment été une année difficile pour eux autres. Sony, pour vous donner un exemple, annonce qu'ils réduisent à 50% leur lignée d'LCD puis d'écran. Fait qu'ils annoncent vraiment pas vraiment de nouveaux produits, mais ils réduisent de 50% leur lignée, ils simplifient au maximum leur modèle de télévision.
Puis ils vont vraiment consolider leurs produits pour essayer là, de passer au travers de cette crise-là. Là. D'ailleurs, ils ont annoncé il y a 2 semaines que le CEO, le président, venait d'être changé. C'est un Japonais qui reprend la place du président qui était un British pour la première fois à tête de l'entreprise. Fait que là, il y a un Japonais qui reprend les rênes de l'entreprise. Ce qui était drôle, c'est qu'à la présentation de conférence de presse de Sony qu'on voit là, le Japonais en question présentait avec le président de Sony. Puis le président de Sony, c'est pas un très bon communicateur, mais le Japonais est excellent. Fait que déjà, on voyait, et les rumeurs justement des gens qui discutaient, c'est lui le prochain. 2 semaines après, c'est ce qui est arrivé. Fait qu'ils sont vraiment en restructuration. Et ils changent un petit peu leur philosophie d'entreprise pour émuler un petit peu la philosophie d'Apple, qui est vraiment de créer une expérience avec leurs produits. À la conférence de presse de Sony, ça a été 20 minutes après le début, avant qu'ils parlent du premier produit physique. Fait que les 20 premières minutes, ils ont parlé de l'expérience Sony, du Sony Entertainment System, de toutes ces choses-là, de vendre du contenu, de consommer de la musique. Fait qu'ils ont vraiment parlé de cette expérience-là. Et par la suite, ils ont commencé à parler du premier produit 20 minutes après. Fait que ça donne un petit peu de l'orientation stratégique qu'ils essayent de prendre, mais ils ont des moments difficiles à passer pour les prochaines années. Là. Fait que un des produits intéressants quand même qu'ils ont sorti, ils n'ont pas sorti de nouveaux produits OLED pour compétitionner avec les Coréens, ils ont sorti ce qu'ils appellent un Crystal LED. Fait que c'est vraiment des LED uniques, rouge, vert, bleu, qui sont positionnés dans l'écran. Fait que c'est vraiment pas un backlight avec un filtre LCD en avant, c'est vraiment chaque LED unique, un petit peu comme un écran comme on a au forum, où est-ce que c'est vraiment des LED qui illuminent. Fait qu'ils ont réussi à en mettre 6 millions dans un écran de cette grandeur-là. Fait que c'est quand même assez impressionnant comme technologie et la qualité d'écran que ça donne. Ça donne quelque chose qui est très similaire aux OLED quand on les voit très proches. La qualité des couleurs est impressionnante. Fait que c'est un produit qu'eux autres s'attendent peut-être à développer d'ici 4 à 5 ans, qu'ils disaient. Mais reste à savoir comment l'entreprise va aller, puis si c'est le genre de produit qu'ils vont pouvoir continuer à pousser là, en manufacturing. Mais c'est un produit qui vient compétitionner au LED. Là. De leur côté, comme je vous parlais un petit peu auparavant, Sharp, eux autres, se placent très bien dans le marché du large size display. Fait que de 50 à 80 pouces, ils compétitionnent directement contre le plasma, qui était vraiment le roi dans cette part de marché-là, là, de 50 en montant. Avec l'écran de 80 pouces qui est derrière moi. Fait que ça fait des bonnes grandeurs d'écran à des prix vraiment, eux autres, ils réussissent à se placer dans un prix qui est quand même respectable. Fait qu'ils vont quand même aller, même s'ils sont en difficulté avec les autres Japonais, de se placer dans un marché intéressant. Là. Ça m'amène à vous parler des entreprises chinoises. Les entreprises chinoises TCL, Haier, Shanghai Hisense qu'on commence à voir apparaître en Amérique du Nord, sont vraiment en train de prendre des parts de marché lentement dans ce qui est bas de gamme, milieu de gamme. Fait qu'ils touchent pas. Ils ont des produits haut de gamme, mais ils ne rentrent pas en Amérique du Nord la plupart du temps. Et je vous donne un exemple. TCL, souvent les gens, qui est le plus gros manufacturier chinois, les gens disent « Ah ben TCL, moi ça me dit rien ». Ben, en Amérique du Nord, ils ont acheté le nom RCA puis ils vendent ça sous RCA. Fait que souvent on voit ça chez Walmart, dans les magasins sous le nom RCA. Il y a beaucoup de produits chinois, par exemple chez Best Buy, Future Shop, qui sont sur leur nom maison. Fait qu'ils ont un autre nom qu'ils utilisent, qui est leur marque maison pour vendre les télévisions. Les Chinois ont également sorti des produits cette année que si moi je suis Costco et je veux avoir une TV de la marque Costco, ils offrent ça maintenant. Fait que cette année, on s'attend à ce qu'on voit des produits vraiment brandés au nom de l'entreprise. Fait qu'un produit Future Shop, par exemple, appelé au nom de l'entreprise. Innovation du futur dans le monde de la télévision, c'est vraiment cette année, Samsung, LG, les entreprises chinoises montraient beaucoup de contrôle gestuel ou reconnaissance vocale. Fait que changer les postes, monter le volume, tout faire les activités avec la voix, faire des searches pour chercher du contenu, ces choses-là, et le mouvement. Fait qu'ils ont des jeux, ils ont ces choses-là vraiment avec tout le gestuel. Fait que ça, c'est des prototypes qui commencent à montrer, puis un peu basés sur le kinétique, un peu là, qu'on a déjà dans les jeux là, gaming. Là. Un des produits qui est intéressant, qui est développé par Intel, c'est le WiDi. Ça fait plusieurs années que le wireless essaye de faire sa place dans le marché, justement, disons, du Blu-ray en télévision, puis ils ne réussissent pas quand même. Et ce produit-là risque de venir vraiment bien se placer dans le marché par Intel avec certains de leurs chips qui vont être capables de streamer d'un ordinateur à une télévision sans utiliser un câble. Fait qu'eux autres, ils appellent ça, au lieu du Wi-Fi, là, c'est WiDi.
Et il y a vraiment deux standards qui se développent, puis ça, c'est un entre autres. Fait qu'il y avait des prototypes vraiment d'un écran et d'un ordinateur, une quinzaine de pieds à côté, qui streamait du contenu vidéo. Et là, la première chose que vous êtes certains en train de penser comme moi, c'est qu'est-ce que Monster Cable va faire s'ils ne peuvent plus vendre de câbles si on met ça par wireless. Monster Cable a annoncé au CS qu'ils vont vendre des produits pour nettoyer les autos. Et ça, c'est pas une farce, là. Fait que le produit pour nettoyer les écrans, on va maintenant pouvoir nettoyer notre auto avec. Fait que c'est la ligne de produits qu'ils lancent maintenant pour se repositionner dans le marché. Ça mène à vous parler un petit peu des écrans 3D cette année. Jean-Claude va en parler un petit peu plus en détail. Je vais plus vous parler justement comme les parts de marché. Cette année, il y a 4,7 millions d'unités qui sont vendues juste en Amérique du Nord. L'année passée, pour vous donner une référence, en était vendu 1,2, mais à l'échelle planétaire. Fait que, il y a 10% des télévisions qui sont vendues en 2011 qui étaient 3D. Fait que ça monte lentement. C'est pas une grosse progression comme on a pu voir avec l'iPad qui va chercher 30% en 2 ans, mais c'est quand même une bonne progression quand on compare ça, disons, à la pénétration des TV HDTV à l'époque. Fait que c'est sensiblement similaire en termes de rentrée de marché, là. En 2012, pareil comme l'année passée, c'est 50 à 60% des modèles. Une place où l'année passée, j'avais prédit que toutes les télévisions seraient passives cette année, et je me suis gouré. Samsung continue avec l'actif parce qu'ils veulent pas. Leur entente, ils avaient fait une entente avec Realty qui n'a pas vu le jour. Fait qu'ils sont retirés de cette entente-là et ils ont continué dans l'actif. Panasonic continue dans l'actif. Fait que les entreprises ne voulaient pas investir dans une année où est-ce que c'est extrêmement difficile au niveau du téléviseur, puis développer une autre technologie pour passer passif. Fait que LG sont vraiment les pionniers dans le passif avec d'autres entreprises comme Vizio, qu'on voit un petit peu moins au Canada, mais du côté américain, ils sont très forts. Fait que LG continue à être le leader dans le passif 3D et il n'y a personne qui a fait de grands changements majeurs cette année. Fait que comme je vous disais, leur boot au complet, c'était vraiment le fameux cinéma 3D d'LG. Puis ils connaissent vraiment, c'est eux autres qui ont vraiment le gain au niveau là, du téléviseur 3D là, dans ce marché-là. Fait que c'est 3D passif, l'entente Samsung. Une des choses qui est intéressante de voir sur le show floor cette année, c'est qu'ESPN, qui est le broadcaster de contenu 3D aux États-Unis, ont organisé un match de boxe live en 3D. Fait qu'il y avait environ 6 positions de caméra 3D, il y avait une jib, il était vraiment bien équipé. Puis sur le show floor, ils ont vraiment eu un match de boxe. Là. Fait que c'était très différent en plein milieu du Convention Center, un match de boxe live à 2h de l'après-midi. Là. C'est assez impressionnant. Là. Ça m'amène à vous parler des Smart TV. Il y a un petit peu de changement qui s'est fait cette année, mais c'est une évolution qui se fait quand même relativement lentement. Tout le monde s'attend à voir ce qu'Apple va sortir cette année, fait que les gens essayent de se placer, compétitionner ou du moins prendre une part de marché dans ce milieu-là. Ça m'amène à vous parler de la vente de DVD physique. La vente de DVD physique du côté nord-américain partout dans le monde est vraiment en train de baisser. Fait que pour répondre un petit peu à cette chute-là, et en même temps, on voit que le contenu VOD, consommation de contenu électronique, consommation au niveau des câbleaux distributeurs de contenu VOD est en train de monter. L'augmentation versus la baisse de contenu en DVD ne sont pas égales. Fait qu'il y a quand même une petite baisse de part de marché totale de consommation de films qui se fait dans le marché, mais le VOD continue à connaître une bonne croissance, là. La raison que je vous parle de ça, c'est ultraviolet. L'année passée, il y avait eu une annonce qui avait été faite qu'il y a environ 75 partenaires qui ont formé le DE. C'est une coalition pour être capable de créer, je vais l'expliquer, c'est quand même un sujet assez difficile à comprendre, mais un coup qu'on va bien le comprendre, ça va bien aller. Fait que ultraviolet, c'est vraiment pour répondre à cette baisse de contenu de DVD-là. Fait que les major studios américains se sont mis ensemble et ont dit, nous, on veut freiner la baisse de vente en DVD. Fait qu'on veut peut-être pas en vendre plus, mais on veut juste freiner cette baisse-là le plus possible. Fait qu'ils se sont mis ensemble puis ils ont dit, à partir de maintenant, si j'achète un Blu-ray, on va avoir un code ultraviolet qui va me permettre d'avoir une version électronique sous forme de fichier de ce même contenu-là puis de la consommer partout. Je mets partout entre guillemets et vous allez me comprendre pourquoi. Fait que ces entreprises-là se sont mis ensemble pour dire on va fermer ce qu'ils appellent les autres un digital locker. Fait que c'est vraiment un endroit, pas où est-ce que le contenu loge, mais où est-ce que l'autorisation d'utiliser le contenu siège. Fait que la seule chose que ce consortium-là fait principalement, c'est d'autoriser, toi, disons, à utiliser ce fichier-là. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a plusieurs points d'entrée à ce Digital Locker-là. Fait qu'Ultraviolet
siège ici avec les droits d'utilisation et on doit se créer un compte ultraviolet, premier compte qu'on se crée. Par la suite, si je viens acheter un film de Sony Pictures avec mon code ultraviolet, je me connecte sur le site de Sony et je crée un autre code. Que là, je dois faire un lien avec mon code ultraviolet. Et là, si je veux consommer mon contenu électronique, il faut que j'aille sur le site de Flixster aux États-Unis, qui est le seul présentement, me créer un autre code. Et là, je suis rendu à 3 codes et je n'ai pas encore consommé mon contenu. Pour consommer mon contenu. Et là, si j'achète un contenu Paramount, il faut que je me recrée un autre code Paramount. Et là, ce nightmare-là, un peu, ils sont conscients de ça. Fait qu'ils disent, on va essayer d'alléger ça le plus possible. Mais la plus grosse question qui est arrivée quand les gens ont commencé en octobre à acheter du contenu, c'est qui est responsable de répondre au téléphone quand ça ne marche pas? Et là, la question, c'est, on ne le sait pas trop. Flixster, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est que les gens disaient Flixster, ben c'est écrit que je peux le consommer partout, mais sur mon iPad, ça ne marche pas sur mon iPhone, ça ne marche pas sur Android. Ah, ben on va vous donner un code iTunes. Ça a été fait pour compétitionner iTunes, mais on va vous donner un code iTunes. Fait que c'est un modèle qui est chambranlant un petit peu au début, à première vue, et les autres espèrent que ça va contrebalancer la perte de la vente de films. S'ils réussissent à réduire de 7% la vente de films, c'est comme s'ils doublaient leur chiffre d'affaires dans la vente de contenu électronique. Fait que pour eux autres, c'est plus important freiner ce qui descend qu'augmenter ce qui augmente l'autre bord, parce que c'est beaucoup plus facile, selon eux autres, parce que c'est juste 7% du marché qu'il faut qu'ils freinent, au lieu de doubler l'autre marché. Fait que ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on forme ça. Ils ont également essayé ça il y a 5 ans en musique, et ça n'a pas fonctionné. Mais ils se sont dit, peut-être que ça a changé, fait qu'on va réessayer en vidéo. Fait que c'est ce qu'ils réessayent. Et là, cette année, avant d'arriver au CS, j'ai dit, il va y avoir des produits ultraviolets partout sur le plancher. Les Blu-ray, les TV vont être ultraviolets. Fait que je me suis mis à la recherche d'un code ultraviolet, quelque part. J'en ai trouvé un, petit, gros comme ça, caché dans le bout de Technicolor, qui lançait le produit MGO, qui est un compétiteur un peu à Flixster, pour dire qu'eux autres, ils allaient peut-être être compatibles avec ultraviolet. Je dis, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Non, pas encore. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, mais j'ai l'impression que contre iTunes, contre ces gens-là qui produisent du contenu facilement accessible partout, ça risque d'être difficile. Fait que ça risque d'être... En tout cas, ça va être intéressant à voir, mais ils ont vraiment quelque chose. Et pendant le show au CES, Sony n'a fait aucune annonce d'ultraviolet, mais le président de Sony a fait une annonce avec le consortium disant que tout était beau et que ça allait super bien. Et là, tous les gens étaient comme... Ce qui se passe sur le show floor, c'est pas ça qu'on voit là. Fait qu'ils sont vraiment un petit peu déconnectés, puis c'est comme ce qu'ils disent, ça va pas avec ce qu'ils font en arrière. Là. Fait que ça, c'est pour ultraviolet que on a bien hâte de voir ce qui va se passer. L'autre chose qu'on voyait dans les Connected TV, c'est Google TV qui annonçait la 2e génération du produit. Première génération, je vous le rappelle, ça avait fait l'année passée avec Logitech qui avait vendu un produit puis qui ont décidé d'annuler carrément le produit puis qui sont jurés de plus jamais rembarquer dans Google TV. Fait que Google TV cette année revenait avec des ententes avec LG, Sony qui avait déjà une entente avec eux autres et Vizio. Samsung annonce qu'ils ont une entente mais ils ne sortent pas de produit. Google TV. Fait que l'entente est là mais on ne sort pas de produit. Fait que là, je vais vous montrer un peu le clip de qu'est-ce que Google TV 2e génération.
Ce que Google veut faire un petit peu dans cette deuxième génération-là, qui est basée sur Android, ça permet d'avoir des applications. Ils ont développé un nouveau web browser qui est un petit peu plus compatible à ce qu'on est habitué de voir en HTML5. Ce qu'ils veulent créer, c'est vraiment une fenêtre unique. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens, comme dans Google, sur l'Internet ou iGoogle, c'est vraiment que la première fenêtre, le premier réflexe qu'on fait quand on commence à aller sur l'Internet, c'est d'aller sur Google puis chercher du contenu. Fait qu'ils se sont dit, on veut faire la même chose en télévision. Et j'ai discuté, puis ça, c'est un des changements que je pourrais faire du CES cette année, c'est que maintenant, il y a des gens techniques sur le show floor, ce qu'on n'avait pas avant. Cette année, c'était vraiment les ingénieurs qui ont designé les produits étaient là. Fait que plus comme au NAB, où est-ce qu'on est capable d'avoir accès avec les gens techniques facilement. Au CES, cette année, c'est très média et c'est très plus technique que ça l'était avant. Avant, c'était vraiment quand est-ce que je peux avoir la TV, combien qu'elle va coûter, mais maintenant, les gens qui designent sont beaucoup plus proches du show floor qu'à l'époque. Puis les gens de Google TV qui développaient le produit étaient là. Fait que c'est intéressant de discuter avec eux autres de ça. Ils ne comprennent pas le marché de la télévision aucunement comme YouTube peut comprendre le marché de la télévision. Eux autres, ce qu'ils comprennent, c'est indexer du contenu. On est que ce soit de l'audio, n'importe quoi, on est capable d'indexer du contenu. On va se casser la tête pour être capable d'aller chercher le metadata puis l'indexer. Fait que c'est vraiment ça, leur business model, sont vraiment capables de faire ça. Et ils disent, on ne comprend rien au modèle d'affaires vidéo, mais nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui viennent par notre fenêtre. Fait que ce qu'on fait dans le web, on veut que les gens viennent sur Google pour chercher du contenu, puis que ça passe tout le temps par notre fenêtre pour générer du trafic. Google TV, c'est la même chose. On veut que les gens viennent chercher le contenu, on veut que les gens passent par notre fenêtre en premier pour aller chercher des films, télévision, toutes ces choses-là. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils indexent la grille horaire. Ça permet, disons, je veux voir le match des Canadiens de Montréal, je marque Canadiens de Montréal, ça me dit, à 8h30 ce soir à RDS, tu as les Canadiens, tu es capable de venir sélectionner ta game. Tu veux un film, disons, tu veux écouter la série Lost, tu marques Lost, ça dit, la série, telle série. Tu cliques dessus, ils disent, il est disponible sur... Vu que tu as un account, disons Netflix, toi tu l'as accès gratuit sur Netflix. Tu peux aller l'acheter ou le louer sur Amazon, tu peux aller sur... Fait qu'ils indexent le contenu et ça rend le marché très compétitif pour les autres. Fait que toutes les entreprises comme Amazon ou, disons, Voodoo, Cinema Now qui veulent vendre du contenu sur l'Internet, tu ramasses tout de suite dans un axe très, très compétitif où est-ce que Google dit le prix est ça, tu prends le moins cher, clique, tu joues ton film. Fait que c'est vraiment indexer le contenu, puis on peut aller chercher des applications Android en même temps. Fait qu'ils veulent vraiment créer cette fenêtre-là où est-ce que la première réflexe que tu as, c'est Google TV, puis après ça, tu vas accéder à ton contenu. Fait qu'ils ils ont vraiment développé l'interface beaucoup plus avec les applications, le contenu vidéo, les bookmarks, puis toutes les applications qu'on peut rajouter, puis on peut vraiment faire comme on veut. Fait que quand on cherche du contenu vidéo, on voit tous les films, on clique dessus, on peut avoir les previews. Fait que c'est vraiment indexer le contenu. Une des choses qui est arrivée à l'époque, quand ils ont sorti la première génération de Google TV, c'est que tous les gens ont dit, on bloque Google. On ne veut pas qu'ils viennent indexer le contenu chez nous, on les gèle. Reste à savoir si cette deuxième génération de produits-là va arriver la même chose, mais déjà... Amazon, Netflix les laissent venir indexer le contenu au niveau cinématographique, au niveau des films. Fait que reste à voir comment ça va avancer, sûrement lentement, et ils ne sont vraiment pas dans l'approche Apple de sortir un produit qu'eux autres considèrent 100% parfait. Ils sont vraiment dans l'approche bêta. Fait qu'ils sortent, pour tous les produits qu'ils lancent, c'est souvent bêta, on monte lentement, puis on construit de quoi de gros, puis c'est vraiment cette approche-là qu'ils prennent, ils ne sont pas stressés. Google TV, ils disent ça prendra le temps que ça prendra, on développe vraiment indexer le contenu, puis ils commencent déjà à communiquer avec les gens pour dire, si vous voulez que votre contenu sur le web soit indexé, tout ce que ça nous prend, c'est le petit ID TEMS que tout le monde utilise déjà. Puis un coup qu'on a ça, nous autres, on connaît la description, on connaît la durée, on connaît le code PG, là, pour le parental, le closed caption, ces choses-là. Fait qu'ils sont vraiment dans une belle situation pour être capable d'indexer le contenu. Mais comme je disais, au niveau du modèle d'affaires, eux autres, ça leur passe 8 pieds au-dessus de la tête, puis ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment indexer du contenu. L'autre chose qui commence à pousser lentement un petit peu au CES, c'est le secteur automobile. Fait que là, vous me dites, qu'est-ce que le secteur automobile a à faire avec le Consumer Electronics? Fait que depuis plusieurs années, il y avait Audi, Ford surtout, General Motors, Kia, ces entreprises-là qui avaient souvent un boot avec une ou deux voitures. Puis ce qu'ils viennent présenter, c'est l'écosystème de la voiture. Ford Sync, par exemple, toutes ces choses-là. Et c'est tellement populaire que déjà pour l'année prochaine, BMW, Mazda puis Hyundai ont annoncé qu'ils allaient être présents également, en plus de ceux-là qui sont déjà là.
Fait que ce qu'ils viennent vraiment présenter aux gens du CES, c'est l'écosystème de leur voiture. Fait qu'avec tous les différents noms, Uvo pour Kia, Ford Sync, Connect pour Chrysler, Uconnect pour Chrysler. Fait que tous ces écosystèmes-là de voitures, c'est ce qu'ils viennent présenter. Fait que j'ai un petit clip qui vient présenter un petit peu Kia, la manière de voir l'écosystème d'une voiture, puis ça va m'amener à vous parler de c'est quoi l'impact que ça a pour les diffuseurs, ou du moins les gens en général par la suite. Lights and people, cats, birds and flowers, moving. Everything is moving. Moving. Everything is moving. Moving. Everything is moving. Cars, lights and people, cats, birds and flowers, moving. Everything is moving. Moving. Everything is moving. Moving. Everything is moving. Cars, lights and people, cats, birds and flowers, moving. Everything is moving. Moving. Everything is moving. Moving. Everything is moving. Fait que ça, c'est la vision de Kia, d'un petit peu de l'écosystème qu'ils veulent vendre avec leur voiture, mais je suis certain que vous dites la même chose comme moi, c'est y a-t-il quelqu'un qui va regarder en avant pour conduire? Fait que s'ils n'en vendent pas à cause du système électronique, ils vont en vendre parce que tout le monde va scraper leurs autos puis ils vont essayer de remplacer leurs autos. Fait que je parle de ça parce que tout cet écosystème-là avec le téléphone connecté, les applications, le streaming audio, il y a déjà NPR qui annonçait au CES qu'il allait avoir une application qui, par voix, sur votre iPhone, vous pouviez streamer toutes les nouvelles d'NPR Radio aux États-Unis. Fait que déjà, la connexion entre votre téléphone et le côté application, streaming audio, aller chercher des nouvelles par la reconnaissance vocale de la voiture. Fait qu'il y a déjà un marché qui se développe au niveau de la consommation de médias à l'intérieur de la voiture avec ce système-là. Fait que vraiment linker votre téléphone ou le côté. Audi, eux autres, la grosse chose, c'est qu'ils disent c'est qu'un coup que tu arrives dans ton entrée puis qu'ils connectent la connexion Wi-Fi de ta maison, il est capable d'updater ton système de voiture. Fait que là, je suppose que si l'update ne marche pas, tu ne peux plus partir de la voiture, mais ça... Fait que c'est vraiment la grosse chose qui lance au CES de plus en plus, puis l'année prochaine, je pense que ça va continuer à grossir lentement, mais c'est intéressant pour la consommation média, là, c'est ce côté-là qui est la chose qui est intéressante. L'autre grosse chose qu'on voyait par toutes les entreprises, autant PC que Sony, Panasonic, c'est qu'ils lancent tous leur cloud service. Être capable de prendre des photos avec ton appareil photo, connecter Wi-Fi, envoyer tes photos sur l'Internet, prendre un vidéoclip de tes enfants par vidéo, envoyer ça sur le cloud, puis être capable de l'accéder, faire des montages sur le cloud. Fait que tous ces services-là, vraiment, toutes les entreprises ont lancé leur version de cloud, là, autant Microsoft que vraiment tout le monde avait leur cloud service. Là. Fait que c'est la grosse chose encore cette année qu'ils lançaient. La dernière chose que je veux vous parler, c'est les caméras large sensor, vraiment les caméras hybrides. Canon au CES démontrait la C300 qui ont comme lancé un peu annoncé en octobre et qu'on commence à voir les premiers modèles sortir. Fait que la C300, comme Panasonic en ont sorti de ces modèles-là et Sony également, c'est une caméra que j'appellerais hybride. Fait que c'est vraiment un hybride entre une caméra DSLR pour prendre des photos versus une grosse caméra de film cinéma. Fait que ça vient se placer dans le milieu du marché. C'est des caméras qui valent environ une vingtaine de mille de dollars et qui se positionnent très bien pour quelqu'un qui
dit ben, le DSLR, c'est intéressant, mais j'ai pas d'HDSDI, j'ai pas de Genlock, j'ai pas de connexion audio intéressante. Fait qu'il amène un produit qui règle beaucoup de points faibles du DSLR, mais qui garde quand même un prix intéressant et la flexibilité, le côté artistique. Fait qu'être capable d'utiliser des lentilles, soit de DSLR ou des PL mount, tout dépendant le modèle qu'on choisit. Mais vraiment, d'être un hybride entre les deux. Je ne pense pas qu'ils veulent compétitionner au marché des caméras broadcast régulières, mais c'est vraiment un entre-deux des caméras. Tu sais, c'est un produit, les caméras hybrides en général, pas nécessairement ce produit-là, mais les autres, se placent très bien pour la production d'autopublicité, la production de publicité. Disons qu'on a des entrevues qu'on veut, disons, une entrevue de président ou ces choses-là, qu'on va avoir de la bonne qualité, avoir le côté artistique très fort. C'est ce genre de caméras-là qui viennent faire un vide. Il y avait un vide un petit peu dans ce marché-là entre les deux, entre le DSLR et le cinéma. Fait que c'est un produit intéressant. J'ai un petit clip d'environ 3 minutes qui n'a pas d'audio sur juste du contenu qui a été tourné qui s'appelle Ballon Rouge à Toronto. Fait que ça vous montre un petit peu les images. Fait que les avantages d'avoir un large sensor comme ça et toutes les fonctionnalités un petit peu broadcast que je pourrais dire, c'est vraiment la profondeur de champ. Fait qu'on va le remarquer facilement, vraiment la profondeur de champ, comment ils travaillent avec ça, la latitude en termes d'éclairage, de lumière qu'on peut travailler. Fait que c'est vraiment, ça me fait penser un petit peu l'appareil photo professionnel qu'on voit là, pour tourner en pub photo régulière qui se porte au niveau électronique. Là. Fait qu'on a un petit clip de 3 minutes, on va aller à la pause, puis en revenant, j'ai un film de 10 minutes qui a été tourné avec une C300 qui s'appelle Exit, qu'on va vous présenter également, qui a été tourné juste avec une C300, mais c'est vraiment un film là, professionnel. Canon lance cette semaine cette caméra-là à Montréal mercredi. Fait que pour les gens qui sont intéressés, entrez en contact avec Canon, puis je pense que c'est sur invitation, mais si vous contactez qu'eux autres, ils font le lancement cette semaine de la C300. Là. Fait qu'on vous montre un clip de 3 minutes Ballon Rouge. Jeudi. Avec ce plan-là, on voit vraiment la latitude en termes d'éclairage que la caméra est capable d'aller prendre, puis la profondeur de champ en même temps là, qu'on est capable de faire. Là. C'est un Super 35. Ce plan-là, pour la profondeur de champ, il est vraiment impressionnant là, à voir là. Fait que juste pour finir, avant la pause, c'est à vraiment surveiller cette année en 2012. Je parle de SOPA, vraiment de C11 qui est vraiment en train
de faire avoir un gros impact sur le marché. Les grosses rumeurs d'Apple qui lancerait une télévision, l'iPad 3 qui devrait être annoncé en mars, et comme je disais plus tôt, la pression du marché créé par les gens, nouveaux médias, mais côté web, là, YouTube, ces entreprises-là, sur les majors cinémas, sur la négociation du contenu international, cette pression-là qui commence à se faire lentir lentement. Là. C'est ça, là, Apple TV, là, c'est... Ouais. Il y aurait un upgrade annoncé dans 2 à 3 semaines, supposément, pour supporter le 1080p. Là. C'est ça. Mais l'Apple TV support du 1080p sera annoncé d'ici 2 semaines. Là, je sais pas. Là. Le Mobile DTV, ça fait 3 ans que c'est flat. C'est la même gang, 2 petites lignes. Samsung, Zenith, LG qui essayent vraiment de pousser. Ce qu'on a vu cette année et qui semble personnellement être un bon business case, c'est le digital signage. Là. Ils ont l'air à pousser un petit peu cette venue-là, certaines entreprises. Mais je te dirais, il n'y a eu aucune annonce majeure ou intéressante de ce côté-là. Ça n'a pas l'air à prendre du tout. HD Radio du côté américain, un petit peu pas autant similaire, mais qui continue à pousser de l'avant là, en termes de technologie, mais c'est vraiment relativement... Là, ben, le ATSC MNH, là, c'est très flat. Là. D'autres questions? Juste que les boxy et ces bébelles-là qui permettent de faire jouer des contenus, est-ce qu'ils étaient là? Oui, ils étaient là, mais il n'y a vraiment aucune nouveauté là, de leur part par Boxy qui ont la petite clé là, pour streamer là, les TSC là, avec l'adapteur directement HDMI. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun changement majeur au niveau des media players. T'sais, Sony en a un, Google TV, mais c'est vraiment... Ce qu'on a vu beaucoup, c'est les DVR Remote Control, là, Dish TV, Direct TV, puis ces entreprises-là, qui ont certains nouveaux produits, mais il n'y a rien de majeur là, qui s'est fait là, à ce niveau-là. Là. C'est vraiment... là. Puis même au niveau des Connected TV, à part Google TV, il n'y avait pas de gros produits ou de gros changements majeurs. Là. Samsung avec Roxio font de l'indexation de contenu comme ils font avec Google TV. Fait qu'eux autres, au lieu de faire affaire avec Google TV, ils font affaire avec Roxio pour indexer le contenu puis faire un search un petit peu similaire là, à ce que Google TV fait. Là. Mais en dehors de ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de grosses nouveautés. Là. Merci.